Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, L'Art en une semaine, où je vous parlerai bien sûr de questions patrimoniales qui touchent notre pays. Et je commencerai par Paris, bien sûr. Paris avec, Paris une fois de plus, j'allais dire, avec l'école Belzins. Vous avez sans doute entendu parler de cette question avec une pollution au mercure de l'école Belzins, une école dont les enfants ne pourront plus, où les enfants ne pourront plus revenir, puisque on nous dit que la pollution, la dépollution est impossible. Il s'agit de mercure, et on parle même de, si on n'arrive pas à dépolluer, de démolir l'immeuble. Alors je voudrais qu'on regarde d'abord de quel immeuble il s'agit en se rendant sur le Google Streets. Vous verrez que cet immeuble, manifestement, est quelque chose d'assez beau, la fin du 19e siècle. Alors bien sûr, il y a ici des excroissances en hauteur, au dernier étage, mais l'ensemble du bâtiment est d'une qualité tout à fait intéressante, d'autant plus qu'il se trouve à proximité immédiate de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Alors on nous parle de mercure. Alors bien sûr, le mercure est un produit dangereux, personne ne le niera. Mais je rappelle pour les gens qui ont, disons, au-dessus de 40 ans, qu'il y avait des thermomètres au mercure et que j'ai regardé sur Internet, il y avait à peu près 1,5 million à 3 ou 4 millions de thermomètres à mercure qui étaient cassés chaque année. Et chacun d'entre nous se rappelle avoir une ou deux fois joué avec ces petites billes de mercure qui sortaient du thermomètre cassé. Moi, je me rappelle l'avoir fait. J'ai lancé un petit sondage qui n'a pas vraiment de valeur, mais enfin sur Twitter pour demander aux gens de plus de 40 ans s'ils avaient déjà fait cela. Et la plupart ont répondu oui, bien sûr. On a tous joué avec des billes de mercure. On ne savait pas à l'époque la dangerosité de ce métal et de ce produit, mais on n'en est pas mort pour autant. Parce que, bien sûr, il faut éviter au maximum le plomb, le mercure et tous ces métaux ou autres produits qui sont dangereux pour la santé, mais tout est une question de mesure. Si le mercure est présent partout, bien sûr, il faut l'éviter, c'est dangereux. Mais là, on parle de quelques billes de mercure, et dans l'article du Parisien qui nous a alertés sur ce sujet, on comprend que c'est dans une armoire de l'école, probablement un thermomètre qui s'est cassé il y a quelques années, on ne sait pas quand, et une société qui est venue pour ranger tout cela ou pour nettoyer tout cela a laissé tomber le mercure sur le sol. Et depuis, c'est une catastrophe. On ne peut plus aller dans l'école. Les enfants vont devoir aller travailler ailleurs. Donc, ce qui est pratique pour les parents, bien sûr. Et on risque de détruire le monument. Mais c'est délirant. C'est totalement délirant. Bien sûr, il faut, autant que faire se peut, éviter désormais. D'ailleurs, les thermomètres à mercure sont interdits depuis 1998. Donc, il faut éviter le mercure dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura un petit peu de mercure qu'on va tous mourir. Et ce principe de précaution poussé jusqu'à l'extrême est totalement délirant, totalement fou. Et ici, ça menace le patrimoine. Donc désormais, si on doit détruire tout bâtiment qui a été contaminé par du mercure, je pense qu'il va falloir poser une partie de la France. Puisque, comme je vous le disais, il y a des millions et des millions et des millions de thermomètres mercure qui ont été brisés depuis toujours. Et pratiquement chaque bâtiment est pollué avec du mercure, comme d'ailleurs il est pollué avec du plomb ou avec d'autres métaux ou lourds ou d'autres produits dangereux, mais tout est une question, encore une fois, de mesure. Donc j'espère qu'on va revenir à la raison, il serait temps qu'on revienne à la raison et qu'on pourra sauver ce bâtiment qui a une certaine qualité. Bien sûr, ce n'est pas un bâtiment exceptionnel, mais détruire petit à petit ce type de monument, ce type de bâtiment, ça finit par détruire Paris et par le faire disparaître. Alors vous avez entendu parler également, là on n'est plus à Paris, on est à Condom, d'un incendie qui a détruit une grande partie de la médiathèque de Condom qui se trouvait dans le cloître de la cathédrale. On voit les images, hein, pratiquement tous les ouvrages précieux ont disparu. Et on se pose la question une fois de plus, comment est-ce qu'il peut encore y avoir des incendies dans les monuments historiques? Est-ce qu'on a pris toutes les précautions? Alors je ne veux pas faire des plans sur la comète, je n'ai pas enquêté, mais comme vous le savez, si vous avez lu mon ouvrage sur Notre-Dame de Paris, j'échange régulièrement avec un pompier spécialisé dans ce type d'incendie. Et là, on se pose la question avec lui. Il y avait des travaux sur ce monument. Bien sûr, aucune des préconisations que j'ai faites depuis très longtemps et que j'ai faites pas tout seul, ce sont des pompiers, des spécialistes, des architectes du patrimoine qui me les ont soufflés. Toutes ces précautions en cas de travaux ne sont toujours pas obligatoires dans la loi. La loi n'impose pas d'avoir des caméras thermiques, il n'est toujours pas obligatoire de faire des rondes, il n'est toujours pas obligatoire de mettre certains produits de côté pendant les travaux.
Donc on peut s'interroger une fois de plus, est-ce qu'on fait tout pour sauvegarder notre patrimoine? Je n'en suis absolument pas certain. J'évoquais Notre-Dame de Paris, et quand même, on est combien de temps après, plusieurs années après l'incendie de Notre-Dame de Paris, on est exactement 7 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, et on n'a toujours pas les résultats de l'enquête. S'ils ne trouvent pas les causes, qu'ils le disent, mais qu'ils donnent les pistes, qu'ils donnent quelque chose. Tout cela, ça évidemment, ça entretient le complotisme sur cet incendie, alors qu'effectivement, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes commises, il n'y a jamais eu d'enquête, bien entendu, jamais d'enquête administrative en tout cas. Le ministère de la Culture a des responsabilités dans cet incendie, l'État a des responsabilités dans cet incendie, mais évidemment, on ne veut pas donner la cause. Je pense que, et beaucoup de gens pensent que c'est en raison des problèmes d'assurance. Si on s'apercevait qu'il y a des gens mis en cause dans cet incendie, par négligence évidemment, pas par volonté, ça pourrait faire monter l'indemnisation à de telles sommes qu'on ne veut pas prendre ce risque. Et puis on ne veut pas non plus montrer que l'État a failli. Donc l'enquête continue 7 ans après, ce qui est absolument anormal. On aurait dû avoir des résultats, ou au moins qu'on nous dise si on n'arrive pas à trouver et pourquoi. Et depuis, il y a eu énormément d'incendies dans les monuments historiques. Bien sûr, on s'est un peu attaché, avec le plan des cathédrales, à protéger les cathédrales, mais il y a encore tellement de monuments qui sont en danger, et même les cathédrales d'ailleurs, il y a des cathédrales qui sont... On a fait des choses, mais tout n'est pas mis en œuvre pour empêcher ce type de sinistre, et il y en aura d'autres dans l'avenir, hélas. Troisième question patrimoniale, c'est à la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry. Alors j'avais écrit un article à ce sujet, et vous vous souvenez peut-être que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait dit on va sauver la Butte Rouge, on va faire un secteur patrimonial remarquable, un site patrimonial remarquable, excusez-moi. Les sites patrimoniaux remarquables, je vous le rappelle, ce sont des zones dans lesquelles on peut mettre deux types de règlements. D'un côté, le PSMV, plan de sauvegarde et mise en valeur, qui correspond à l'ancien secteur sauvegardé, et de l'autre côté, je ne me rappelle plus le nom exactement du règlement, mais ça correspond aux anciennes ZPPAUP, c'est-à-dire que c'est une protection moins importante. Or, on découvre avec cette affaire, et c'était déjà prévu, les associations l'avaient dit, qu'on a créé un site patrimonial remarquable, mais complètement vidé de sa substance. Sur une petite partie, avec un règlement pas du tout protecteur, et qu'est-ce qui se passe? Depuis les monuments, les bâtiments, qui sont des bâtiments d'habitation, je le rappelle, ont été abandonnés en grande partie, ils se dégradent, et on va démolir une partie de la Butte Rouge. Donc le site patrimonial remarquable n'a rien protégé. La ministre, ça n'étonnera personne, n'a rien protégé. Donc il faudrait une fois de plus que je me rende sur place et que je puisse faire un autre article. Mais en tout cas, vous pouvez regarder dans la presse, dans Le Monde, il y a eu un article très récemment. Alors si vous voulez qu'on regarde certaines photos de la Butte Rouge, vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très beau. Ça a été construit dans les années 25 jusqu'aux années 60, mais en grande partie, c'est un monument art déco. Voilà, sur Wikipédia, voilà, vous voyez, ce sont des très beaux monuments. Regardez ça, c'est absolument superbe. Et tout ça, une partie de ça qui va être détruite, je ne sais pas quoi exactement. Voilà encore une photo qui dit bien la qualité de l'ensemble. Encore une photo. Vous voyez, il y a à la fois... C'est une cité-jardin comme on en faisait à l'époque. Eh bien, cette cité-jardin, elle est extraordinairement menacée, malgré un site patrimonial remarquable qui, en fait, ne protège rien. Vous avez appris, bien sûr, cette semaine, la mort de David Hockney. Donc, David Hockney sort du champ de la tribune de l'art, puisque c'était un artiste contemporain, forcément. Mais en tout cas, on se rappelle que David Hockney avait alerté sur le danger que représentait le transport de la tapisserie de Bayeux, et David Hockney étant anglais, c'était quelque chose qui était important. Or, David Hockney donc, est décédé, et le ministère de la Culture, tout le monde rend hommage à David Hockney. Je pense que le meilleur hommage qu'on pourrait rendre à David Hockney, ça serait de renoncer à cette folie du transport de la tapisserie de Bayeux, dont il avait dit qu'il y aura forcément des incidents, que la tapisserie de Bayeux serait forcément abîmée. Mais non, on rend hommage à David Hockney, mais évidemment, on oublie de parler de son dernier combat. Enfin, dernière question, Versailles. Une fois de plus, Versailles est sans président depuis déjà plusieurs mois. Christophe Loribourg, on le sait, est arrivé au Louvre, et tant mieux pour le Louvre, mais tant pis pour Versailles, qui n'a toujours pas de président. Donc c'est l'administrateur qui gère, mais l'administrateur, il ne peut pas tout décider. Et depuis, on attend que Emmanuel Macron se décide à enfin nommer quelqu'un à la tête de Versailles. Alors pourquoi Emmanuel Macron? Une fois de plus, on se rappelle la commission d'enquête
de l'Assemblée nationale qui a dit mais pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui nomme les présidents d'établissements publics? C'est totalement anormal. Et pour Versailles, ça l'aide encore davantage qu'il ne sait pas se décider. Alors on nous dit aussi que c'est parce que c'est à proximité de la lanterne, et que la lanterne, le chef de l'État y séjourne régulièrement. Mais depuis quand est-ce qu'on décide de nommer à la présidence d'un établissement public, d'un musée? Depuis quand est-ce qu'on le décide de cela? Parce qu'à côté, il y a une résidence du chef de l'État. Il me semble qu'il y a normalement des forces de l'ordre qui sont chargées de protéger le chef de l'État. C'est normal, mais encore une fois, il n'y a absolument aucun rapport, sinon la proximité, mais aucun rapport, aucun lien entre la lanterne et le château de Versailles. Aucun lien, si ce n'est Emmanuel Macron. Et une fois de plus, on s'aperçoit que le président de la République n'a aucune considération pour le patrimoine et qu'il s'en sert à son profit. Merci beaucoup. Cette semaine, demain, donc, nous recevrons dans un podcast audio cette fois-ci Mathieu Dialdic et Gennaro Toscano pour parler de l'exposition Caroline Murat de Naples à Chantilly qui se tient au château de Chantilly, au musée Condé. Et je vous dis en tout cas pour cette émission, à la semaine prochaine.